On se retrouve pour une nouvelle vidéo cas pratique et plus exactement fiche d'arrêt pour les connaisseurs. Non seulement on va parler de sociétés offshore, mais vous allez le voir, les protagonistes de notre affaire ont été particulièrement constructifs sur leur montage. On a ici 2 individus, 3 sociétés offshore et 3 pays impliqués et beaucoup d'apprentissage à en tirer, vous allez le voir. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit, et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde, comme on va le voir dans cette vidéo. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile pour votre business. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter, moi ou Julien, avocat fiscaliste avec qui je travaille, et vous trouverez tout en description, coaching, consultation, formation et contact. La décision du jour est une décision de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2022. La décision nous parle de 2 personnes, un certain Monsieur E et un certain Sao Van A. Pour les besoins de la vidéo, on va leur trouver un petit nom. Monsieur E, ce sera Eric et Sao Van A sera Kevin. Donc on a Eric et Kevin. Eric et Kevin sont donc 2 consultants spécialisés dans le conseil système et logiciel informatique. Ces 2 consultants sont basés en France et ils exercent par conséquent leur activité en France. Ils ont un portefeuille client qui ne fait que croître et les affaires tournent bien. Mais comme cela arrive souvent, quelque chose commence à les déranger de plus en plus. Et ce quelque chose, c'est l'impôt. Vers la fin des années 2010, les 2 consultants décident de passer à la vitesse supérieure et de se structurer avec une société offshore. Il est possible qu'à ce moment-là, ils soient tombés sur du contenu sur Internet comme il en existe des tonnes, ou alors des amis qui les ont peut-être conseillés et ils ont entendu dire qu'avec une société au Luxembourg, ils pourraient facilement économiser pas mal d'impôts. Ils y réfléchissent pendant un certain temps. Et finalement, ils finissent par se lancer pour créer cette fameuse société au Luxembourg. Au niveau du schéma, pour eux, c'est assez simple. Ce qu'ils vont faire, c'est délocaliser l'impôt sur les sociétés au Luxembourg et eux se verseront des salaires tout en restant en France. Donc pour officialiser ça, ils décident de s'inscrire du coup à l'URSSAF afin de pouvoir ainsi recevoir leur argent en toute sécurité. Donc pour eux, ils ont tout compris, ils ont tout bien fait, le schéma est propre, ils sont salariés d'une société au Luxembourg et de manière officielle en plus. Donc 2010, 2011, 2012, le business tourne bien, la structure a l'air de bien fonctionner, tout se passe bien, ils sont même assez contents de leur montage. Alors oui, c'est bien, ils ont réussi à diminuer leur impôt, oui, le business tourne, le montage a l'air d'être sécurisé, mais au final, quand ils regardent tout ce qu'ils gagnent et tout ce qu'ils doivent donner à l'administration encore, malgré leur montage, ils se disent non, c'est toujours trop. Il y a moyen qu'on fasse encore mieux. Et une fois qu'ils sont rentrés dans l'engrenage, c'est là qu'ils entendent parler des sociétés offshore au Panama. Ils se renseignent sur le sujet et au bout d'un moment, ils se disent tiens, on a encore une nouvelle idée. Alors déjà, étape 1, ils vont commencer par se licencier de la société au Luxembourg, comme ça ils ne seront plus salariés. Étape 2, ils vont créer une structure en France, une société unipersonnelle, et au lieu d'être salariés de la société luxembourgeoise, eh bien, ils vont tout simplement facturer directement cette société luxembourgeoise avec leur société française qu'ils viennent de créer. Ça permet d'avoir un peu moins de charges. Ensuite, étape 3, ils vont créer 2 sociétés spécialisées dans l'informatique au Panama, qui, elles, factureront du coup la société au Luxembourg. Objectif de ce montage est de diminuer la somme imposable de la société au Luxembourg et de récupérer beaucoup plus d'argent secrètement via le Panama. Exemple, Eric et Kevin trouvent un client en France pour une prestation par exemple de 10 000 €. Et bien là, ça va être la société luxembourgeoise comme d'habitude qui va encaisser le client, mais ensuite la société luxembourgeoise va sous-traiter la main-d'œuvre. Et elle va aussi payer des services informatiques aux sociétés panaméennes pour par exemple 7 000 €. Donc, si on chiffre notre exemple, eh bien, le client français va donner 10K à la société luxembourgeoise. La société luxembourgeoise va, par exemple, payer 7K de services informatiques à la société panaméenne et 2K à la société française de Eric et Kevin. Et au final, il va rester, par exemple, 1 000 € dans la société luxembourgeoise. Et donc, il n'y aura que 1 000 € qui seront taxés. D'un côté, Eric et Kevin auront déclaré 2 000 € de revenus et ensuite ils récupéreront 7 000 € au niveau du Panama secrètement. Et voilà, le tour est joué. Alors évidemment, dernière question qu'on peut se poser, c'est comment ils récupèrent l'argent discrètement en France. Alors premièrement, la décision ne nous le dit pas et en plus il y a tellement de stratagèmes possibles qu'il serait trop long de tout vous expliquer dans cette vidéo. Enfin bref, encore une fois, tout ça a l'air d'être un succès puisque
ça tourne bien, le montage est solide, l'argent rentre, et ils pensent que s'ils n'ont pas eu de problème jusque-là, pourquoi ils en auraient? Mais il s'avère qu'un beau jour de 2013, l'administration fiscale commence à s'intéresser à leur situation et décide d'aller fouiller un petit peu plus. La raison pour laquelle l'administration fiscale a décidé de les contrôler, on ne la connaîtra jamais, mais après, il peut y avoir plusieurs indices ou plusieurs red flags qui vont pousser au contrôle. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Mais si on peut prendre quelques exemples, ça peut être des éléments incohérents au niveau des chiffres, ça peut être un changement de train de vie soudain par exemple, bref, ou alors tout simplement un contrôle aléatoire. Quoi qu'il en soit, on n'a pas trop d'informations sur la procédure en elle-même, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en décembre 2013, l'administration décide de faire une perquisition directement dans les locaux de Eric et Kevin, et vous vous doutez bien que cette perquisition vise principalement à aller chercher des informations, notamment des documents papier ou même des documents numériques, donc saisie des ordinateurs, des disques durs et tout ce qui peut être utile à leur enquête. Et là, avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Et en plus, ça peut vous aider pour votre business. Je vous apprends le droit en vous divertissant avec ce genre d'histoire, donc c'est que du bénéfice pour vous. Bon alors, au niveau du contrôle fiscal, du coup, eh bien là, c'est le début de la descente aux enfers, tout simplement. Car non seulement l'administration va se rendre compte de tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, mais en plus, vous allez le voir, il y a tout plein de petites choses qui sont venues s'ajouter pour empirer encore plus la situation, plus que ce qu'auraient même pu penser ces fameux Eric et Kevin. Déjà, toutes les factures qui ont été faites entre la société française et luxembourgeoise sont des factures fictives, puisqu'elles ne correspondent pas à la réalité. Ensuite, l'administration a sûrement découvert dans les documents qu'ils ont saisis qu'il y avait une société panaméenne, même deux sociétés panaméennes, qui facturaient des prestations à la société luxembourgeoise. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a aussi des activités occultes avec ces sociétés panaméennes. Et en plus de ça, non seulement il y a beaucoup d'impôts qui n'ont pas été payés, donc de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des cotisations, etc., mais également de la TVA. Parce qu'évidemment, quand ils facturent leurs clients, eh bien, ils ne se souciaient pas de la facturer la TVA. Donc l'administration a profité de l'occasion pour demander également de payer la TVA qu'ils devaient depuis toutes ces années. Alors là, autant vous dire que le choc a dû être très très grand pour Eric et Kevin. Oui, parce que si on parle de chiffres, l'administration a bien sûr regroupé toutes les informations pour pouvoir établir un chiffre d'affaires, pour pouvoir établir combien il faut leur demander, globalement, parce qu'il faut bien évaluer le montant du redressement. Et entre 2011 et 2013, la somme totale a été évaluée à 600 000 €. Donc ça, c'est la somme qui aurait dû être déclarée et sur laquelle on aurait dû appliquer un impôt ou en tout cas plusieurs impôts. S'ajoute à ça les 80% de pénalité sur la somme redressée. Par exemple, si on vous dit que vous devez payer 100 000 € d'impôts et que vous avez 80% de pénalité, on vous demandera 180 000 € d'impôts. Voilà, ça c'est juste pour la somme imposable. On ajoute en plus à ça toute la TVA qui est due. Prenez par exemple le chiffre d'affaires de 600 000 €, vous ajoutez 20% de TVA à ce chiffre d'affaires, et sur ces 20%, donc non seulement vous devez ces 20%, mais on va ajouter aussi 80% de pénalité. Donc ce sera la TVA plus les pénalités. Bref, c'est difficile d'évaluer la somme totale réclamée, mais une chose est sûre, c'est que ça s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros facilement. Alors avec tout ça, ils ont bien sûr fait appel à un avocat et ont décidé de contester ce que réclamait l'administration. Et c'est réellement là que le procès commence. Et ici, c'est le procès seulement de la société, celle du Luxembourg. Donc ici, je n'ai même pas parlé de ce que réclame l'administration à la société panaméenne ou même directement à Eric et Kevin. Passons donc aux prétentions des parties au procès ou en d'autres termes, les arguments des parties. Ready, fight. Déjà, argument de la société, elle estime qu'elle avait le droit d'être facturée par la société panaméenne car les prestations étaient bien réelles et proportionnelles aux services reçus. Voilà, bon, l'argument ne vole pas haut, hein. Ça en gros j'avais le droit, point. Ensuite elle dit qu'elle était de bonne foi parce qu'elle n'a pas cherché à cacher son activité en France car elle avait bien une déclaration à l'URSSAF pour le salaire d'Eric et Kevin. Donc ça montre qu'elle était bien transparente. Vous vous souvenez au début je vous ai dit qu'Eric et Kevin déclaraient leur salaire à l'URSSAF pour faire bonne figure. Eh bien, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, regardez, on était de bonne foi. Bon, en vrai, je vous passe les détails de l'argumentation, hein, parce que là, c'était vraiment du niveau de « Eh madame, j'ai rien fait, c'est pas moi ». Ça se voyait que c'était des arguments du désespoir. Bref, passons aux arguments de l'administration, et croyez-moi, là, c'est plus important pour votre apprentissage. Argument 1, activité occulte. Étant donné que la société appartenait à Eric et Kevin, et qu'ils travaillaient pour cette société depuis la France, car ils étaient résidents français, par conséquent, il y avait un établissement stable en France. Et donc, ils devaient payer des impôts sur les sociétés en France. Et oui, il n'y a aucune déclaration qui a été faite au niveau de l'administration sur ces sociétés, donc
activité occulte. Ensuite, argument 2, concernant toutes les factures qui ont été payées aux sociétés panaméennes, eh bien, pour l'administration, ça compte pas. C'est des fausses factures. En gros, c'est du bullshit, parce qu'en réalité, ces sociétés appartenaient à Eric et Kevin, et donc, ça veut dire que toutes les sommes qui ont été payées à la société panaméenne doivent être taxées en France via l'établissement stable de la société luxembourgeoise. Voilà, et argument 3, l'application de la TVA. Étant donné que la société luxembourgeoise n'a pas collecté de TVA sur ses clients français, elle doit du coup rattraper tout ce qu'elle doit et reverser la TVA. Alors habituellement, j'aime bien vous faire un petit suspense avec roulement de tambour et tout pour savoir qui a gagné. Mais là c'est évident. C'est triste, hein. Là je sais pas quels pseudo-experts ils sont allés voir sur internet ou ailleurs, hein, pour la société au Panama ou au Luxembourg, mais le tacle de l'administration dans cette affaire est assez violent. C'était vraiment évident qu'ils allaient se manger un gros stop, quoi. Donc vous l'avez deviné, la société luxembourgeoise a perdu. Par contre, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de très important qu'il faut préciser ici, c'est que ça ne concerne que la société luxembourgeoise. Donc c'est uniquement ce que doit la société luxembourgeoise à l'administration française. Là, je ne vous ai pas parlé des poursuites qu'il y a eu potentiellement ou directement contre Eric et Kevin en tant que personnes physiques. Donc vous voyez, au final, plus le montage est complexe, plus il cherche à dissimuler de l'argent, plus le jour où vous vous faites rattraper, les conséquences sont très violentes et très multiples. Et ça, je le dis parfois à des clients, c'est souvent un effet de contagion qui va déclencher tout cet effet domino en fait sur le fait qu'on va découvrir tout votre montage ou on va découvrir certaines choses que vous avez oublié de faire. Parfois ça peut être rien du tout qui va tout faire capoter. Bref, vous l'avez compris, cette histoire est assez folle, autant qu'elle est dramatique et elle nous permet de comprendre de nombreux impacts que peuvent avoir l'utilisation de sociétés offshore, surtout quand c'est mal structuré et mal fait. Oui, il est possible d'avoir des sociétés offshore, mais pas n'importe comment, et seulement pour certains schémas spécifiques. Avec Julien, on a déjà mis en place des structures internationales de manière officielle, et ces structures, en cas de contrôle, s'en sortiront sans aucun problème, car derrière, ça a été fait intelligemment et pour des bonnes raisons. C'est légitime, c'est-à-dire que le jour où il y a un contrôle, on est capable d'expliquer pourquoi il y a cette mise en place, et pourquoi certains impôts sont payés ailleurs ou ici, enfin bref. Donc ça se fait pas à la légère. Surtout que je sais qu'il est très facile d'ouvrir des sociétés offshore sur internet maintenant, mais croyez-moi, au niveau du droit, les sanctions sont tout aussi facilement applicables. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aller plus loin ou si vous avez besoin d'aide, vous trouverez tout en description, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine analyse de jurisprudence. Salut!